Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 11 mai, jour du déconfinement. Et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui marche sur la tête, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Achat neuf? Achat d'occasion? Mais non! Acheter l'épave, c'est mieux! C'est plus cher. Ce titre vous paraît complètement idiot? Et pourtant, c'est le reflet de la réalité. Prenez le Nasdaq 100. Tout frais, sorti de l'année 2019, où il avait gagné quand même 40%, eh bien, le Nasdaq 100 attaquait l'année 2020 à 8773 points. Vendredi, nous l'avons vu atteindre 9225 points. Il a pris 5,6% depuis le 31 décembre dernier. Alors, j'illustre ça avec par exemple une Twingo. Vous l'avez achetée 8773 neuve, rutilante, sortant de l'usine le 1er janvier. Elle fait 3 tonneaux. Termine sa course dans un platane, elle est pratiquement détruite, elle est réduite à l'état d'épave. Et bien pourtant l'épave aujourd'hui vaut 9225 €. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Finalement, si l'ordinateur de bord, si le GPS et si l'autoradio fonctionnent encore, eh bien l'épave vaut plus cher que lorsqu'elle sort de l'usine. Ou alors, ça signifie que cette pauvre voiture, réduite à l'état d'épave, va vous être intégralement remboursée par la Fed, ou la Fed va financer sa remise en état, ce qui à mon avis coûtera encore plus cher que d'en racheter une neuve, et que non seulement elle va vous redonner une nouvelle Twingo, flambant neuve, mais en plus de ça, avec la promesse de vous mettre l'équivalent des 10 000 km, de vous payer le plein pour les 10 000 prochains kilomètres. Ce qui est une excellente nouvelle, finalement. Imaginons que vous ayez, l'année dernière, décidé de vous lancer dans la restauration, ou que vous ayez créé un petit business qui fournit une prestation aux aéroports de Paris, Roissy, Orly. Puis là, vous n'avez plus de boulot pour les 6 prochains mois. Eh bien, finalement, tant mieux. Arrêtez de faire du business dans le monde réel. Achetez le Nasdaq, quel que soit son prix. De toute façon, il va monter tout le temps, et a priori encore plus vite si l'économie se crache. Autrement dit, vous achetez une Twingo neuve, vous la plantez dans un platane, la Fed vous rembourse, et vous recommencez, et la Fed va vous en donner encore plus, et puis la prochaine fois, ça ne sera pas pour 10 000 km qu'elle vous offre le plein, mais pour 20 000. Et on imagine que l'économie va fonctionner comme ça longtemps. Alors, l'évolution des marchés devient tellement caricaturale qu'on va peut-être finir par s'apercevoir que notre système économique marche complètement sur la tête et que les banques centrales continuent de diriger l'argent vers des actifs virtuels qui gonflent des bulles invraisemblables et que tout cet argent qui va dans la bulle, avec la quasi-certitude que ça produira toujours de la plus-value, acheter l'épave plutôt que la voiture neuve, eh bien, en achetant même des entreprises au bord de la faillite, on l'a vu avec les producteurs de pétrole, on l'a vu avec les exploitants de casinos, on a vu ça également avec les compagnies aériennes. Qu'est-ce qui a le plus monté ces 15 derniers jours? Ce sont les épaves, et pas les entreprises qui se portent le mieux. Alors si quand même, les GAFAM ont continué de progresser, c'est vrai. D'ailleurs, la semaine dernière, les GAFAM, pour la première fois de l'histoire des marchés, les 5 GAFAM valent plus que la moitié de la capitalisation du Nasdaq 100. Capitalisation de 10 300 milliards, et les 5 GAFAM pèsent maintenant 5 500 milliards, donc plus de 50%, 51%. Si vous rajoutez derrière les vedettes, les Netflix,
les Nvidia, les PayPal et Tesla, là vous arrivez à plus de 60% du Nasdaq 100. 10 valeurs pèsent donc aujourd'hui plus de 60% d'un indice. Et si vous prenez le Nasdaq Composite avec ses je ne sais plus combien, 2000 valeurs listées, vous êtes quand même à pas loin de 50%. Si vous prenez le S&P avec vos GAFAM, vous êtes à plus de 42% de la capitalisation du S&P 500. Merveilleux, non ? Donc, peut-être que les marchés vont s'apercevoir que quelque chose ne tourne pas rond. Et si on ne s'en rend pas compte, eh bien, beaucoup dans le monde réel diront que finalement, ça ne sert à rien de travailler, de monter un business, autant directement acheter des indices boursiers qui ne baissent jamais. Alors, est-ce que les marchés ont également pris en compte qu'entre l'Allemagne, Bruxelles et la Haute Cour de justice du Luxembourg, les choses tournent également à l'orage? Parce que figurez-vous que l'arrêt des juges de la Cour suprême de Karlsruhe, ça veut dire, là on a bien vu que la BCE fait quelque chose pour lequel nous n'avons pas signé. Les quantitative easing, c'était pas prévu. Et puis le 23 mars, la BCE décide de s'affranchir de la règle des 30% de détention d'une dette souveraine. Et puis décide également qu'on pourra acheter des dettes en catégorie high yield. Autrement dit, du double B ou du B, puis pourquoi pas un jour du junk. Donc les Allemands disent Ach nein, on n'a pas signé pour ça, et notre législation, elle s'oppose à ce que la BCE continue de la sorte. Et bien entendu, comme je vous l'avais laissé présager la semaine dernière, immanquablement, la Cour de justice du Luxembourg a dit « Ah non, mais attendez, aujourd'hui, c'est cette juridiction supranationale qui l'emporte sur les juridictions locales. » Et on va même vous dire une chose, hein, en produisant un arrêt qui remet en cause la stratégie de la BCE, donc son indépendance, attention, Cour fédérale ou Cour suprême, quel que soit son nom, si vous critiquez la stratégie de la BCE, vous interférez. Et on peut donc vous condamner pour ça. J'imagine que les Allemands ne vont pas forcément apprécier cette réponse. Ils ont signé pour des règles strictes. Et maintenant qu'on change les règles en cours de jeu, on vous explique que non, mais finalement c'est l'ensemble des joueurs à la table qui décident qu'on peut changer les règles en cours de route. Donc vous écrasez votre banane. Voilà, donc nous en sommes là. Je ne suis pas sûr que ça soit un élément qui fasse beaucoup avancer l'Europe. Et si désormais la BCE doit agir, racheter tout ce qu'elle veut, mais sans la Bundesbank, moi, du point de vue allemand, je me demanderais vraiment si j'ai encore quelque chose à faire dans l'Europe, en tout cas dans ce Titanic de l'euro en train de couler. Et moi, j'ai pas envie de me prendre une nouvelle torpille, donc je préfère mettre les canaux et puis quitter le navire avant le naufrage. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau live. Et au moment où je termine cet enregistrement, le CAC 40 repasse sous les 4005. On a encore un petit peu de marge avant d'attaquer la zone dangereuse des 4370.